Hello, hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais passer maintenant au slide qui vise à fournir des définitions claires et concises des termes clés liés à l'intelligence artificielle, au machine learning, au deep learning, au reinforcement learning, à la data science et aux concepts mathématiques et statistiques sous-jacents. Et après, je veux parler aussi d'une autre discipline, la Robotic Process Automation, la RPA. C'est très important en fait de comprendre le contenu et les limites de chaque discipline si on veut après comprendre pourquoi il est compliqué d'intégrer par exemple l'intelligence artificielle dans une entreprise ou bien pourquoi il est utile d'utiliser une classe d'algorithme plutôt qu'une autre classe. Donc, commençons par des définitions très rapides. Alors, l'intelligence artificielle permet aux machines d'effectuer des tâches sans programmation préalable. Autrement dit, si l'algorithme contient des instructions, des règles de décision qui ont été déjà établies avant son lancement. Et lui, il est limité à appliquer ces règles et ces instructions. Alors, il ne s'agit pas d'un algorithme d'intelligence artificielle. Quand l'algorithme va inventer des nouvelles règles, ou bien des règles qui s'approchent beaucoup des règles originales, via en fait bien sûr des mécanismes de probabilité ou bien des mécanismes de diffusion, là on est en fait dans le cadre de l'intelligence artificielle. Donc il est très important de connaître cette idée. Pourquoi? Car ça différencie entre l'intelligence artificielle et la RPA. Par exemple, en Robotic Process Automation, après je vais vous donner la définition exacte de la RPA, le consultant ou bien le développeur RPA, il va essayer d'automatiser certains process avec UI Path, avec Automation Anywhere, avec Blue Prism, avec Selenium en JavaScript, en Python, en Java. Le but en fait c'est d'automatiser un ensemble de tâches répétitives et les rendre en fait automatiques et rapides. Donc là, on n'est pas en train de faire de l'intelligence artificielle. Au moins, je parle en fait de la RPA classique. Après, il existe en fait une classe de RPA où on peut intégrer des algorithmes d'intelligence artificielle. Alors, donc cette notion de effectuer des tâches sans programmation préalable est hyper importante, en intelligence artificielle. Maintenant, en fait, à l'intérieur de l'intelligence artificielle, on peut trouver plusieurs disciplines. C'est-à-dire, le terme n'est pas nouveau. Hein. C'est-à-dire, les gens ont commencé à parler de l'IA depuis les années 50, et même avant. En fait, là, actuellement, il y a un grand hype par rapport aux algorithmes IA basés sur l'apprentissage à partir des données. Donc les gens pensent que l'IA c'est uniquement le machine learning, le deep learning, c'est-à-dire l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond, et ainsi de suite. Alors que ce n'est pas vrai, car l'IA englobe aussi une classe d'algorithmes intelligents. Par exemple, quand on veut chercher sur un graphe, on veut trouver le plus court chemin, on peut utiliser en fait un algorithme simple qui s'appelle Dijkstra. Le problème de cet algorithme, c'est qu'il s'agit d'un algorithme glottant de très mauvaise complexité temporelle. L'algorithme Dijkstra prend beaucoup de temps afin de trouver le plus court chemin. Mais il va le trouver finalement, mais il prend beaucoup de temps. Donc il y a un problème de complexité temporelle. Et bien, on utilise en fait un algorithme plus intelligent, c'est l'algorithme A étoile qui contient une certaine heuristique, une fonction heuristique qui permet en fait de trouver le plus court chemin de manière plus intelligente. Donc, est-ce que l'algorithme A étoile est un algorithme intelligent? Oui.
par rapport à des extras. Est-ce que l'algorithme A étoile fait partie en fait de l'intelligence artificielle? Oui, c'est l'intelligence artificielle des années 60, des années 70, des années 80. Mais les gens en fait ont tendance à dire tiens non, l'IA c'est plutôt le machine learning, le deep learning. Non. Par exemple, l'algorithme recueil simulé, qui est en fait une technique d'optimisation inspirée à partir du phénomène de diffusion en physique. C'est un algorithme intelligent. Les algorithmes génétiques, ce sont des algorithmes intelligents, inspirés en fait des processus biologiques, et ces algorithmes appartiennent à l'intelligence artificielle. C'est très important en fait de connaître que l'IA contient l'apprentissage automatique, ok, contient l'apprentissage profond, d'accord, contient en fait les algorithmes intelligents, les systèmes experts et aussi les heuristiques et les méta-heuristiques. Malgré que à notre époque, les gens penchent plutôt vers le machine learning, le deep learning, bien évidemment, grâce au progrès et il y a des résultats, certainement il y a des résultats quand on voit par exemple le ChatGPT, ce chatbot en fait et sa force, il permet de nous faire gagner beaucoup de temps, donc les gens préfèrent ces disciplines et définir ces disciplines comme IA. Donc, le machine learning est basé sur l'apprentissage statistique, paramétrique ou non paramétrique à partir des données. Ainsi, il permet de réaliser des prédictions. Le deep learning est une branche du machine learning utilisant des réseaux de neurones. Donc là, c'est très important de vous dire qu'il existe en fait deux écoles. Je pense qu'il existe deux écoles par rapport au deep learning et au machine learning. Il y a en fait une école qui distingue, qui dit que le machine learning et le deep learning en fait ce sont deux disciplines différentes. Il existe une école qui dit que le deep learning est une partie en fait du machine learning. En effet, il faut comprendre que tout ce qu'on peut faire en machine learning, on peut le faire avec du deep learning, c'est-à-dire avec des réseaux de neurones. En effet, en machine learning, qu'est-ce qu'on trouve en machine learning? En machine learning, on trouve de l'apprentissage supervisé. On trouve de l'apprentissage non supervisé. On trouve de l'apprentissage par reinforcement, bien reinforcement learning. On trouve de l'apprentissage auto-supervisé, self-supervised learning. Toutes ces tâches, ou bien toutes ces sous-disciplines, en machine learning, on utilise des algorithmes qui ne fonctionnent pas, ou bien qui ne font pas appel à des réseaux de neurones. Alors qu'en deep learning, on peut faire de l'apprentissage supervisé avec des réseaux de neurones profonds, c'est-à-dire avec plusieurs couches cachées. On peut faire de l'apprentissage non supervisé avec des réseaux de neurones. Pareil pour le reinforcement learning. Voilà, donc moi, je fais partie plutôt des gens de l'école qui stipule que le deep learning, c'est une partie du machine learning. D'accord? Après, il est très intéressant de comprendre que le reinforcement learning, c'est la seule branche où l'IA pourrait dépasser, c'est-à-dire l'intelligence artificielle pourrait dépasser l'intelligence humaine. Et je vous donne l'exemple du jeu de Go, où un algorithme de DeepMind, je pense, cette start-up anglaise, a gagné un match du jeu de Go contre le champion du monde. Bien évidemment, après des millions d'essais, en fait, ça c'est le problème numéro un de reinforcement learning, c'est qu'il faut répéter, faire plein de simulations, des millions de simulations pour que ça marche. Mais ça marche quand même. Donc je reviens maintenant en fait à des définitions très correctes afin que vous puissiez comprendre la différence entre ces disciplines. Puis je vais commencer en fait à vous donner des exemples concrets. Donc l'intelligence artificielle désigne le domaine de l'informatique qui vise à développer des machines capables d'effectuer des tâches qui nécessiteraient normalement l'intelligence humaine. Au lieu d'être programmées explicitement, ces machines utilisent des algorithmes et des modèles pour apprendre et s'améliorer par elles-mêmes.
Euh, donc l'IA, c'est pas uniquement du ML, c'est pas uniquement du DL. L'IA contient des algorithmes comme requis simulé, simulated annealing en anglais. Donc ces algorithmes sont souvent considérés comme faisant partie de l'intelligence artificielle. Ils sont utilisés pour résoudre des problèmes d'optimisation qui font partie intégrante de nombreux domaines d'application de l'IA. L'algorithme de recueil simulé est inspiré par le processus de recueil dans la métallurgie, où un matériau est chauffé puis refroidi lentement pour réduire ses défauts et atteindre une configuration plus stable. Dans le contexte de l'optimisation, l'algorithme de recueil simulé simule ce processus en effectuant une recherche probabiliste à la recherche de solutions optimales ou quasi-optimales. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle le phénomène de diffusion thermique en physique statistique. Et d'ailleurs, les modèles LLM, Large Language Models, comme LoRa, Alpaca, comme DaVinci 3.5, utilisés par le chatbot ChatGPT, ce sont des modèles du self-supervised learning, d'auto-apprentissage. D'accord, ok, j'achète. Mais ce sont des modèles en fait qui utilisent le phénomène de diffusion. Donc on voit que ce phénomène de diffusion en fait, de l'information dans un espace de phase retrouvé, c'est-à-dire dans les modèles LLM, on le trouve déjà dans l'algorithme recueil simulé. En intelligence artificielle aussi, il y a l'algorithme A*, A étoile, par rapport à Dijkstra. C'est un algorithme de recherche de chemin utilisé pour trouver le chemin optimal entre un nœud de départ et un nœud d'arrivée, dans un graphe pondéré. En effet, on peut modéliser par exemple la carte géographique d'une ville avec un graphe. On peut modéliser un réseau ferroviaire, un réseau routier, un réseau du transport aérien en utilisant un graphe. Un graphe, c'est un objet qui fait partie des mathématiques discrètes. C'est un objet qui contient des nœuds et des arêtes dans le cas d'un graphe orienté, des nœuds et des arcs dans le cas d'un graphe non orienté. Et si on veut voyager dans un graphe ou bien chercher le plus court chemin, on est obligé d'utiliser des algorithmes glottants comme Dijkstra. Donc il y a des algorithmes qui sont plus intelligents. Donc A étoile fait partie de ces algorithmes. Il y a aussi les algorithmes Best First Search et Depth First Search. Mais essayons juste de comprendre que le fait de parler de l'IA, eh ben, ça englobe tous ces algorithmes. Donc, sincèrement, moi je ne comprends pas tout ce hype par rapport à l'IA. Peut-être il y a le hype et tout ce débat est causé en fait des progrès récents, surtout par rapport à l'apprentissage automatique, c'est-à-dire à la classe des algorithmes qui apprennent à partir des données. Maintenant, c'est quoi le machine learning? C'est une sous-branche de l'IA qui se concentre sur l'apprentissage automatique à partir des données. Les algorithmes de machine learning permettent aux machines d'analyser des ensembles de données et de reconnaître des schémas, donc des patterns ou des relations afin de réaliser des prédictions, des classifications. Ça, c'est dans le cas d'un apprentissage supervisé. C'est-à-dire, il existe dans le cas d'un apprentissage supervisé, la variable cible, ou bien le target variable, c'est une variable continue, numérique continue dans le cas d'une régression, ou bien discrète, c'est-à-dire il y a des modalités, bon client, mauvais client, client risqué, client non risqué, 1 ou 0. Donc là, c'est une classification. On peut parler d'une classification binaire ou bien d'une classification multiclasse. Par exemple, bon goût, mauvais goût, goût moyen. Imaginons, on veut entraîner un modèle qui va, à partir d'un ensemble de données, faire une classification de la qualité du jus d'orange. C'est un bon jus, c'est un mauvais jus, ou bien c'est un goût moyen. En apprentissage non supervisé, malheureusement, il n'y a pas, les données ne sont pas annotées. C'est-à-dire il n'y a pas de label. Les données il n'y a pas de variable cible, il n'y a pas de target variable. Pour cela, on applique des algorithmes pour quantifier la quantité d'informations, pour explorer les données.
Donc il y a deux classes d'algorithmes. Il y a des algorithmes en fait qui participent à la réduction des dimensions, comme l'ACP, comme TSNE, TSNE, comme UMAP, UMAP, UMAP. Il y a des algorithmes qui permettent en fait de réaliser une certaine segmentation, comme K-means, comme classification ascendante hiérarchique, CAH, HCA en anglais, K-midwidth, enfin beaucoup d'algorithmes pour faire cette segmentation. Donc on applique ces algorithmes pour trouver des groupes, des patterns cachés dans les données. Après on peut réaliser une certaine la notation et on passe à l'apprentissage supervisé. Maintenant, le deep learning, c'est quoi? C'est une approche spécifique du machine learning qui utilise des réseaux de neurones artificiels. Ces réseaux sont inspirés du fonctionnement du cerveau humain et sont capables d'apprendre à partir de données massives et complexes pour effectuer des tâches telles que la reconnaissance d'images, la traduction automatique et la compréhension du langage naturel, et maintenant les chatbots. Le reinforcement learning est une branche de l'IA où les agents d'IA apprennent à prendre des décisions en interagissant avec un environnement. Les agents reçoivent des récompenses ou des punitions en fonction de leurs actions, ce qui leur permet d'apprendre à maximiser leurs récompenses au fil du temps. Le reinforcement learning est considéré comme la seule branche de l'IA où les machines pourraient potentiellement surpasser les performances humaines. Je vous ai expliqué ça avec le jeu de Go. Ou bien avec en fait la bataille en fait entre le match entre Kasparov et IBM Watson à l'époque. Maintenant, vous êtes là en train de voir mathématiques. Pourquoi j'ai mis mathématiques? Donc, en mathématiques, on trouve déjà la statistique descriptive. C'est-à-dire, quand on commence à analyser des données, il est bien d'appliquer certaines règles pour calculer, pour caractériser les données. Comment on fait pour caractériser les données? C'est-à-dire on va calculer quelques estimateurs statistiques simples, la valeur moyenne, la médiane, l'écart type, la variance, la variabilité, enfin la variabilité donc la variance, le skew, on a le moment d'ordre 3, le kurtosis, le moment d'ordre 4, espérance de x4, ou bien espérance de x moins mu sur sigma tout à la puissance 4 par exemple, les déciles, et on trace des histogrammes. Donc ça, c'est la statistique descriptive. Mais en fait, on trouve les mathématiques surtout car il existe une classe de modèles mathématiques utilisés en analyse de données. Par exemple, une régression logistique, une régression linéaire, une régression multilinéaire. Est-ce que ces modèles mathématiques, car à la fin de la journée, c'est quoi? En fait, ça consiste à quoi ces modèles? On va construire une fonction coût, une fonction objectif, et on va essayer de minimiser cette fonction, soit en calculant le gradient, soit en calculant le gradient à la matrice hessienne, soit analytiquement, c'est le problème linéaire, soit numériquement en utilisant un algorithme d'optimisation déterministe ou bien un algorithme d'optimisation stochastique. Mais finalement, c'est des mathématiques. Et puis, à la fin, quand on veut interpréter le modèle mathématique, on va appliquer la théorie de la statistique inférentielle et on va réaliser des tests d'hypothèses statistiques pour dire, tiens, cette variable possède une est statistiquement significative ou pas. Exemple, le fameux exemple, si on travaille à 2 sigma, on va comparer le p-value d'une variable après un test d'hypothèse statistique à 5%. Si on travaille 3 sigma, 1%, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les mathématiques sont omniprésentes. Maintenant, la question, est-ce que le modèle régression linéaire, est-ce que le modèle régression multilinéaire, est-ce que le modèle ridge regression, c'est-à-dire ces régressions multilinéaires avec une certaine régularisation de Tikhonov ou autre, est-ce que le modèle Lasso, Ridge, R-I-D-G-E, ou bien Lasso, L-A-S-S-O, ou bien ElasticNet, que ce soit en régression ou bien en classification, est-ce que ces modèles font partie du machine learning ou ce sont des modèles en fait qui font partie de l'analyse de données, de data mining? Par exemple, la première régression linéaire, c'était le Sir Galton depuis 1890, si je me rappelle bien. Donc à l'époque, personne ne parlait ni d'analyse des données, ni de statistiques, ni de machine learning. Donc c'est des mathématiques. Par contre, quand
quand on parle en fait de l'algorithme arbre de décision, l'algorithme arbre de décision, il n'y a pas beaucoup de mathématiques à l'intérieur. En fait, qu'est-ce qu'il y a finalement? Il y a en fait soit à l'indice de Gini ou bien l'entropie de Shannon, mais en fait c'est une formule mathématique. Donc c'est pas des mathématiques très très poussées. Finalement, ce sont des boucles forts avec des conditions, et puis on fabrique un arbre. Et un arbre, c'est un objet informatique. Donc moi personnellement, je pense que le machine learning, c'est les algorithmes comme KNN, K-nearest neighbors, par exemple, c'est combien? Deux ou trois boucles forts. C'est l'algorithme K-means. Enfin, ok, bon, je reste sur l'apprentissage supervisé. C'est KNN, c'est arbre de décision, c'est random forest, le bagging. C'est-à-dire, au lieu d'entraîner un seul arbre, on entraîne plusieurs arbres. C'est AdaBoost, XGBoost, LightGBM, CatBoost. Donc un seul arbre de décision, puis le bagging avec le random forest, puis le boosting avec AdaBoost, puis le gradient boosting avec XGBoost, CatBoost, LightGBM. Puis il y a les méta-modèles comme le stacking. Je prends un modèle, puis l'output de ce modèle, je le mets comme input d'un autre modèle. Puis comme input, l'output du deuxième modèle, c'est-à-dire avec les données comme input d'un troisième modèle, donc le stacking, puis le blending. J'ai random forest, je sors en fait la probabilité, c'est-à-dire je fais du soft voting, je ne fais pas du hard voting. Donc predict proba, pardon. XGBoost predict proba, je sors une probabilité, 4 boost, LightGBM. Donc j'ai 4 quantités entre 0 et 1. Après, est-ce que ce sont des probabilités ou pas? Ça, c'est une autre discussion. Mais en fait, ce sont des quantités entre 0 et 1. On fait la valeur moyenne et puis c'est bon. On a fait du blending, on a amélioré notre classifieur. Donc au lieu d'appliquer un seul algorithme, on va appliquer 4. Enfin, au lieu d'appliquer un seul modèle, on va appliquer 4 modèles. Donc ça c'est le cœur du machine learning. Après, moi, je préfère dire que les modèles mathématiques, par exemple, on veut prédire le cash flow d'une entreprise. On peut utiliser ARMA, ARIMAS, ARIMAS, ARIMAX. Auto-regressive Integrated Moving Average. Donc, c'est des modèles mathématiques. Donc, ça, c'est des maths. On peut aussi transformer le problème avec des lags, on supprime l'axe du temps, en problème de régression multilinéaire. On peut appliquer, donc c'est des maths, on peut aussi appliquer arbre de décision régresseur, donc ça devient en fait du machine learning. Et on peut aussi appliquer un RNN, Recurrent Neural Network, on utilise le deep learning pour résoudre le problème. Donc quelqu'un en fait qui a peur de l'intelligence artificielle, en fait en réalité il a peur de quoi? Parce qu'il a peur vraiment juste de l'application de l'algorithme LSTM sur les données pour prédire le cash flow de son entreprise, ou bien il veut, imaginons qu'en retail, on veut prédire le nombre de clients qui vont côtoyer un rayon dans un magasin, dans une région donnée. Ben, pourquoi on veut prédire en fait le nombre des clients dans un instant donné du jour? Et ben, pour optimiser le flux des employés. Si un rayon, par exemple, entre midi et 14 heures, où on trouve en fait 0 client, par exemple le rayon machine à laver ou bien électroménager, et ben, on va en fait prendre l'employé techniquement qui devrait se trouver dans ce rayon, et on va le placer plutôt dans le rayon produits frais. Ou bien, donc en fait, ces prédictions sont utiles. Il ne faut pas avoir peur après. Mais dans ce cas-là, si on veut faire ces prédictions avec... moi, je ne comprends pas la différence. C'est quoi la différence entre appliquer ARIMA pour prédire le cash flow, pour prédire le nombre de clients qui vont visiter un magasin par jour, ou bien le nombre de clients qui vont visiter un rayon dans un magasin, dans une région, chaque 15 minutes, avec ARIMA, avec régression multilinéaire, avec arbre, avec XGBoost et avec LSTM. L'interprétation... Mais après, ils disent des techniques, en fait, on peut tout interpréter, même le modèle le plus noir, c'est-à-dire le plus fermé, box noir, Prophet, et black box, quoi. C'est un modèle fermé. Et maintenant, on peut trouver une interprétation de ce modèle. Alors voilà. Donc,
Donc finalement, qu'est-ce que je voulais vous dire? Que le deep learning permet en fait de réaliser toutes ces tâches. Par exemple, on veut effectuer de l'apprentissage non supervisé, enfin réduction des dimensionnalités, on peut utiliser de auto-encodeurs. Il y a des architectures de réseaux de neurones qui permettent de réaliser cette segmentation. On veut faire une classification, il existe en fait une architecture de réseaux de neurones, une régression aussi, travailler sur des séries temporelles aussi. On veut faire du reinforcement learning. En fait, le reinforcement learning, c'est une discipline qui peut fonctionner avec des réseaux de neurones ou pas. Mais de manière générale, l'embedding des données, c'est-à-dire comment dire en français, c'est-à-dire la représentation, bien l'extraction des représentations des données avec des réseaux de neurones marche mieux qu'en utilisant en fait d'autres techniques. Voilà pourquoi on utilise en fait du Deep Reinforcement Learning, DRL. Ok. Maintenant, je passe à l'apprentissage auto-supervisé. Donc, l'apprentissage auto-supervisé ou bien Self-Supervised Learning est une approche de l'apprentissage automatique qui permet à un modèle d'apprendre des représentations utiles à partir des données non étiquetées, massives et facilement disponibles, ce qui peut être très bénéfique lorsque les données annotées sont rares ou coûteuses à obtenir. C'est vrai, il est très compliqué d'obtenir des données annotées, c'est-à-dire sans avoir besoin de notation humaine explicite, c'est-à-dire sans payer des gens pour faire l'annotation de ces données, comme OpenAI le fait, comme Google le fait. On peut utiliser ces algorithmes pour améliorer la prédiction. Contrairement à l'apprentissage supervisé traditionnel, où des étiquettes sont nécessaires pour guider l'apprentissage, la variable cible, le target variable, l'apprentissage auto-supervisé exploite les structures internes des données elles-mêmes pour créer des tâches d'apprentissage. Donc, et je passe en fait à la data science. Donc, la data science est un domaine interdisciplinaire qui combine des compétences en mathématiques, en statistiques et en programmation pour extraire des connaissances et des informations à partir de grandes quantités de données. Les data scientists utilisent des techniques telles que l'exploration des données, l'analyse statistique, les visualisations pour interpréter les données et prendre des décisions éclairées. Donc, on peut dire qu'on peut faire de la data science sans intelligence artificielle. Tout simplement, je suis data scientist, je suis en train de travailler avec des modèles mathématiques. Bon, je fais de la data science sans IA. Comme on peut faire de l'IA sans data science. Par exemple, j'utilise l'algorithme A étoile sur un graphe. Là, je ne suis pas en train de faire de la data science, je suis en train de faire de l'optimisation. Donc, je fais de l'IA sans data science. Et on peut faire de l'IA avec de la data science. Donc là, par exemple, j'applique un algorithme de deep learning avec un réseau de neurones, une certaine architecture de réseau de neurones pour analyser des données. Bon, après, pour l'intelligence artificielle AGI générale, je n'ai pas envie en fait de parler de l'AGI, car déjà, par rapport à une intelligence, moi je crois que une intelligence humaine générale, déjà, ça n'existe pas. En fait, on peut avoir quelqu'un qui est très doué en maths, mais il est nul en fait en intelligence émotionnelle. Donc, on peut prendre une personne qui est très douée d'un point de vue intelligence humaine ou bien intelligence émotionnelle, mais elle est nulle en fait en intelligence mathématique. Donc, moi je crois qu'il n'existe pas une seule intelligence humaine, il existe en fait plusieurs intelligences. Voilà, chacun est doué ou bien est doté par l'intelligence nécessaire qui va lui permettre en fait de vivre et de survivre en fait cette vie. Donc, j'ai pas envie en fait de parler de l'AGI. Et je finis avec la RPA, la Robotic Process Automation. C'est une technologie qui permet d'automatiser les tâches répétitives et basées sur des règles au sein d'un processus métier.
Donc on comprend bien qu'il existe une contradiction avec la définition elle-même de l'IA. Donc la RPA, les tâches sont répétitives et sont déjà programmées au préalable. La RPA utilise des logiciels appelés robots comme UiPath, comme Automation Anywhere, comme Blue Prism. On peut utiliser Selenium avec JavaScript, avec Java, avec Python pour automatiser des tests. Après, si on s'arrête en fait à cette définition, la RPA, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de l'automatisation. Car maintenant, puisque les gens en fait ont tendance à essayer d'élargir les activités des équipes DS, puisque historiquement les équipes de data scientists savent programmer en Python et Selenium par exemple fonctionne en Python. Donc on essaie en fait de donner des tâches d'automatisation à ces équipes de data science. Donc la RPA classique, c'est pas de l'intelligence artificielle. Par contre, si on veut automatiser par exemple la lecture et l'extraction des informations utiles à partir des documents, Word, PDF, des emails, là, imaginons on veut extraire des données textuelles à partir d'un fichier PDF. Le fichier PDF est mal formaté, donc on ne peut pas faire du parsing direct via le XML. Un fichier PDF, en fait, c'est du XML. Et si le XML est mal formaté, ou bien si le fichier PDF contient des images, ou bien en fait c'est une photo, on est obligé d'utiliser un OCR. Un OCR, donc il y a en fait du NLP et il existe en fait du computer vision, de traitement d'image. Donc là, on peut dire, tiens, la RPA utilise quelques algorithmes IA. Voilà, donc là, j'ai fini en fait par rapport à ce slide. Je pense que j'ai essayé en fait de vous donner mon point de vue sur les définitions de l'IA, du ML, du DL, du Supervised Learning, du Supervised Reinforcement Learning, Self-Supervised Learning, les mathématiques appliquées en IA et la data science. Si vous avez en fait d'autres définitions, ou bien si vous voulez discuter avec moi, argumenter, enfin, vous allez me dire non, moi je ne crois pas que la RL en fait pourrait dépasser l'intelligence d'un algorithme, ne peut pas augmenter, c'est-à-dire CAT égale à 0, on mesure la quantité d'informations dans des données et l'intelligence de l'algorithme. Après le temps coule, on va faire une autre mesure de cette quantité, on trouve que cette quantité augmente, c'est impossible de faire cette mesure. Mais voilà, n'hésitez pas à m'écrire sur YouTube et moi je serai ravi en fait de vous répondre. Dans la vidéo suivante, je vais passer vraiment à la partie la plus chaude. Hein. Je pense que vous êtes en attente des avis des 4 experts et on va vraiment parler du cœur du sujet, c'est-à-dire les problèmes rencontrés pendant le déroulement d'un projet data science ou bien un projet IA ou bien un projet data science IA, puisqu'on peut faire de la data science sans IA, de la data science avec IA ou bien de l'IA sans data science. Allez, merci beaucoup. Au revoir.